Bastien Lachaud, il est bienvenu. Il est bienvenu. Vous allez lui réserver, la France Insoumise va lui réserver une standing ovation? Écoutez, c'est le président de l'Ukraine. Et aujourd'hui, nous tenons aux côtés de l'Ukraine face à l'inadmissible et inacceptable agression russe. Là n'est pas la question, c'est un chef d'État en visite d'État, donc évidemment qu'il est le bienvenu à l'Assemblée nationale. Ce qui questionne, c'est le timing de cette venue et de ce discours. Vous avez entendu Yael Braun-Pivet, Emmanuel Macron également, le 6 juin, c'est tout le temps le même bien sûr, jour anniversaire du débarquement. Tout à fait, mais nous ne sommes pas le 6 juin. Nous sommes le 7 et nous aurions tout à fait pu envisager que M. Zelensky vienne pour la commémoration du 6 et ne s'exprime pas devant l'Assemblée nationale le 7. Il y a une instrumentalisation de l'Ukraine dans l'élection pour vous? Parce que c'est ce que dit, par exemple, Marine Le Pen, qui parle même de manipulation de l'opinion. C'est ce que dit Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains, en séance mercredi. La question se pose. 2 heures de discours d'Emmanuel Macron sur l'ensemble des chaînes à 2 jours d'un scrutin électoral. La présence de M. Zelensky, les annonces d'Emmanuel Macron, j'espère qu'on pourra y revenir dans un instant. Mais qui sont plus de la communication qu'autre chose. À 2 jours d'une élection, oui, cela pose question sur l'instrumentalisation que la majorité et Emmanuel Macron font de ce déplacement, malheureusement, et de la guerre en Ukraine, qui mérite bien mieux que ça. C'est vraiment un mauvais procès, puis un procès même ridicule. Le 6 juin, toutes les nations alliées se retrouvent. Les Ukrainiens ont déjà avaient participé aussi à la défense de notre territoire. Le président Zelensky est donc en déplacement, et nous en sommes très heureux lors du 6 juin. Avant de repartir, il nous fait l'honneur de venir à l'Assemblée nationale. Je trouve qu'il n'y a absolument pas... c'est pas légitime pour vous, cette question? Mais non, c'est indécent, cette polémique, pour vous? C'est un procès d'intention, mais qui est ridicule, même indécent, ridicule, sachant qu'il est tout à fait normal, quand on célèbre le 80e anniversaire, quand on voit... les commémorations qui ont eu lieu hier, l'ampleur, la hauteur du discours de chaque chef d'État, l'implication de tout le monde. Et la guerre sur le continent 80 ans après, qui est là. Subit l'Ukraine, comment revenir à un niveau aussi bas de la politique? On va avancer. Mais parce que Joe Biden, par exemple, est aussi en visite d'État. Et pourquoi ne s'exprime-t-il pas devant l'Assemblée nationale? Pourquoi ne l'avons-nous pas invité à s'exprimer devant nous? Notre plus vieil allié. Il a peut-être été invité et il a peut-être un autre agenda. C'est ce que vous dites? Alors, Joe Biden a refusé de s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Volodymyr Zelensky, son pays est en guerre, c'est l'Europe, et il est coutumier d'ailleurs de ses adresses dans le cadre de plusieurs hémicycles dans le monde. On va y revenir d'ailleurs avec vous. J'en viens justement au soutien militaire. Les annonces sont importantes parce qu'on a l'impression d'un infléchissement, peut-être même d'un tournant. Vous allez nous le dire, Bastien Lachaud, la France va donc envoyer des avions de combat Mirage 2000-5, donc équipés avec des missiles longue portée, avec des formateurs français pour former les pilotes, a priori plutôt en dehors de l'Ukraine, d'après ce qu'on a compris. Est-ce que vous accueillez ce pas de plus de franchi avec bienveillance, de façon positive? Non, pas parce que nous sommes contre l'envoi d'armement en Ukraine, mais parce que ce n'est pas opérant pour les Ukrainiens. Ah bon? Non. Comment ça? Déjà, pour former un pilote, au bout de 6 mois, il sait piloter l'avion. Si on veut qu'il soit opérationnel au combat, c'est 3 à 4 ans. Deuxième chose, le ministre des Armées lui-même, devant notre commission en février, moi je lui fais confiance, ou alors il nous a menti, nous a dit que, 1, les Ukrainiens ne voulaient pas de nos avions, et que 2, envoyer des Mirages 2005... Là, toutes les réactions qui viennent d'Ukraine sont évidemment très positives et remerciantes vis-à-vis de la France. Je vous dis ce que le ministre Lecornu nous a dit en commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale en février. Et il nous a dit... Le MCO, le maintien en condition opérationnelle des avions, et notamment des Mirages, est tellement complexe que cela serait quasiment pénalisant pour l'armée ukrainienne. Donc c'est une ligne qui a été franchie avec la décision du président de la République. Et d'ailleurs, les Suédois, qui avaient proposé d'envoyer leur avion Gripen aux Ukrainiens, ont dit non, on ne le fait pas.
parce que ça va complexifier votre chaîne d'approvisionnement et il vaut mieux favoriser l'envoi des F-16 et le donc vous dites, ça des prend F-16. trop de temps, donc ce sera inefficace. Pour bien comprendre la ligne de la France insoumise, vous ne voulez pas, c'est une ligne rouge, de missiles longue portée, de façon à ce que l'Ukraine puisse se défendre en frappant la Russie, ou vous dites, c'est pas que c'est une mauvaise idée sur le fond, c'est que ça ne marchera pas parce que c'est trop long. C'est deux choses très différentes. Alors il y a deux choses. Un, nous sommes contre le fait que des armes françaises frappent le sol russe. Ça, c'est le principe de base. C'est le principe de base. Et en plus, envoyer des Mirage 2000 ne sera pas efficient. C'est clair. Natalia Pouzirev, qu'est-ce que vous répondez? Je voudrais prendre un peu de temps parce que les lignes qui sont franchies depuis quelques jours, c'est surtout le fait que plusieurs pays, dont la France, mais les États-Unis et d'autres, accordent à l'Ukraine le fait de pouvoir utiliser leurs armes sur le territoire russe, dans une zone limitée qui n'est pas loin de la frontière des Kharkiv et sur des cibles uniquement militaires. Ça, c'est le véritable tournant. La priorité pour l'Ukraine aujourd'hui, c'est vrai, c'est de recevoir des obus, des missiles. Et la France, on a commandé, je crois qu'on a 20 milliards en commande, dont certaines iront en Ukraine et d'autres pour reconstruire nos stocks. 20 milliards C'est ça de commande. Non, mais pas seulement pour l'Ukraine, mais on a... Voilà. Donc nous avons... à partir de ça, la priorité sur laquelle s'accordent tous les pays, le fait de former plus et d'apporter plus de soutien en général à l'Ukraine pour qu'elle résiste pendant 2024. Et je pense qu'effectivement, il se prépare quelque chose pour 2025. Et 2025, se prépare. Est-ce que ça s'appelle une forme d'escalade ou pas? Que l'Ukraine reparte à l'offensive en 2025. Donc, il faut monter en puissance et ces avions, dans ce cadre-là, ajoutés aux F-16, puisque la priorité c'est de recevoir les F-16 avions américains qui vont arriver cet été, et c'est de mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour reprendre la main, je pense, sur les opérations. Après, on verra bien comment ça se passe, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se prépare, et tout ça, c'est parce qu'effectivement... Donc la France ne sera pas seule dans cette nouvelle stratégie. On voit bien qu'il y a cette tendance-là, qu'il y a ce soutien qui va s'intensifier, qui leur a tant manqué dans les 6 premiers mois de 2024, et que là, l'idée après, c'est de placer l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour le moment venu, très clair, négocier. Gallagher, quelle lecture vous faites de ce pas franchi? Est-ce qu'un tabou est levé, est tombé? Jusqu'à présent, c'est vrai que la question des avions de chasse était posée. Il y a la question des formateurs français. Est-ce que la France va former des pilotes avec ses propres avions pour bombarder la Russie? Est-ce qu'on en est là? Alors, non, déjà, il faut comprendre ce à quoi le Mirage 2000-5 peut servir. Il opère généralement dans des cadres défensifs, donc des cadres d'interception avec des vecteurs RR, donc interception de drones, par exemple, par les outils au-dessus de la mer Rouge. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup de Rubicons qui sont franchis, mais il faut se demander pourquoi est-ce qu'ils sont franchis. Est-ce que c'est parce que nous avons décidé tout d'un coup, par regain d'agressivité à l'égard du voisin russe, de les franchir, ou est-ce que c'est c'est du fait de ce que la Russie, encore une fois, fait subir à l'Ukraine? Je pense, c'est ma lecture, elle n'engage que moi, qu'on avance vers davantage de clarté morale sur cette histoire et qu'on est en train de répondre à une question que Zelensky a posée à de nombreuses reprises récemment, à savoir qu'est-ce que nous voulons. Il y a eu cette tendance récemment, et même dans la bouche du président français, à formuler une idée positive au travers de doubles négatives. Par exemple, la Russie ne doit pas gagner. Pourquoi le président de la République était-il incapable de dire la Russie doit perdre? La Russie et donc, plus on avance dans le temps et plus on prend des décisions qui sont en cohérence avec ce que nous voulons pour l'Ukraine et pour nous-mêmes et ce que nous recherchons, c'est-à-dire l'effet final. Et cela demande effectivement de mettre des moyens à disposition. Ces avions de chasse, monsieur le député, il a raison, les Ukrainiens n'en voulaient pas. Pourquoi? Parce que en donnant de manière échantillonnaire des matériels, on force l'Ukraine à se retrouver avec ce qu'on appelle en anglais un patchwork, donc un ensemble de systèmes qui les force à devoir bricoler. Oui, mais face à l'absence de clarté morale chez certains de nos partenaires et alliés, il faut ouvrir la porte à un moment. Les F-16 sont toujours attendus
ils n'arrivent pas. Et donc, c'est une manière d'ouvrir la porte. Et moi, je ne vois pas, si vous voulez, les Français forcer les Ukrainiens à accueillir, à accepter un avion. Alors, pour bien comprendre quelle porte on est en train d'ouvrir, pour ceux qui, comme moi, ne suivent pas le conflit au jour le jour et les questions de stratégie militaire, la France n'est pas en guerre contre la Russie. La France fournit des avions, forme les pilotes, alors plutôt en dehors de l'Ukraine pour le moment, même si on sait, c'est un secret polichinelle, qu'il y a des formateurs français sur le terrain en Ukraine. Ça veut dire que... a dit le contraire, dans l'hémicycle. Alors, c'était pas officiel, mais quelle ligne on franchit sans tomber dans l'escalade, comme le dit Emmanuel Macron? D'abord, on ne franchit pas le Rubicon pour y pêcher à la ligne. À un moment donné, la France a décidé de se porter au secours d'une nation souveraine agressée qui affirme vouloir défendre les valeurs inscrites au fronton de la République. Bon, on ne va pas commencer à mégoter. L'intensité de cette escalade, car si les mots ont un sens, oui, il y a une escalade, elle est dictée par la perpétuation de l'obsession impériale réaffirmée maintes fois par Poutine et son orchestre. Je suis désolé, j'aurais adoré qu'on puisse solder ce conflit dans les cénacles diplomatiques. Avec le système Kremlin, c'est juste impossible. Principe de réalité. Vous savez, la paix à tout prix, c'est la guerre pour toujours. On a enfin compris ça. Il a fallu un peu de temps d'ailleurs, y compris à notre président de la République. Oui, bien sûr. Il y a des retards pris qui ne se rattrapent pas. Petit éclairage quand même factuel sur opérant, pas opérant. D'abord, le Mirage 2000 tiré, donc trait d'union 5, c'est pas le dernier cri. Il a été mis en service en 1999, il y a donc un quart de siècle, et effectivement, c'est la version modernisée d'un autre Mirage, le Mirage C. On y a ajouté des équipements sophistiqués, et notamment un radar qui permet de repérer, de détecter les intrusions hostiles, il y a des systèmes anti-leurre, etc. Mais au fond, ce serait d'une certaine manière inepte, et c'est la raison pour laquelle il y avait des réticences à Kiev, comme Gallagher le rappelait à l'instant, si on en envoyait 3. Là, à ma connaissance... On n'a pas le chiffre encore. Hein. Non, mais à ma connaissance... Ça sera annoncé ce soir. Si mes infos sont exactes, on serait plutôt de l'ordre de l'escadron, c'est-à-dire une vingtaine, et là, c'est cohérent. Oui. Bon. Par ailleurs, sur la formation, non, 4 ou 5 ans, désolé, 4 ou 5 ans si vous partez de zéro. Oui. Là, il s'agit d'adapter le savoir-faire de pilotes ukrainiens aguerris qui jusqu'alors sont familiers des Sukhoi et des MiG et qui ont besoin effectivement de modifier. Et je termine simplement en approuvant votre propos introductif. Il est vrai, et je l'ai entendu aussi quand il s'est exprimé auprès de quelques journalistes, Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, nous a dit il est plus important de fournir aux Ukrainiens des munitions adaptées, des munitions sophistiquées, adaptées à ces appareils dont ils sont familiers, plutôt que sur les maintiens en conditions opérationnelles. Moi, ce que j'ai entendu de sa bouche, en tout cas, c'était par rapport au Rafale, bien plus que par rapport au Mirage, sur le degré de sophistication. Alors, toute la question maintenant est de savoir si ça peut renverser la donne et le rapport de force sur le terrain. Mais même si Emmanuel Macron ne veut pas qu'on l'écoute et qu'on prenne toutes ces déclarations au pied de la lettre, on va quand même écouter la mise en garde de Vladimir Poutine. Si quelqu'un pense qu'il est possible de fournir des armes de longue portée à une zone de guerre pour frapper notre territoire et nous créer des problèmes, alors pourquoi n'avons-nous pas le droit de fournir nos armes à des régions du monde d'où il y aura des frappes sur les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie ? Voilà, conférence de presse hier à Saint-Pétersbourg. C'est toujours la même rhétorique, mais n'empêche que ça fait peur. Ça fait peur à ceux qui l'écoutent. Mais c'est fait pour faire peur. Mais je vous dis, enfin, depuis le début de cette guerre en Ukraine, le président Poutine avance ses pions. Et en plus, je dirais qu'il nous menace aussi, nous, directement. Il y a quand même, en matière de désinformation, ça c'est encore, on peut dire, de la propagande type soviétique à laquelle on pouvait être habitué. Mais en termes maintenant, je dirais d'ingérence, même, comme on dit, cinétique. Vous voyez l'histoire des cercueils près de la Tour Eiffel, l'histoire des Mains Rouges. Là, on passe à de l'action. La personne qui s'est faite à moitié exploser là, à l'aéroport. On passe à un autre cran. L'escalade, elle vient du côté russe. Et ça se passe pas seulement en France, c'est dans tous les pays. Dans tous les pays. En Estonie, il y a des voitures, des vitres d'un bâtiment gouvernemental qui ont été cassées. Il y a eu des... Donc c'est lui qui nous mène la guerre et bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Vladimir Poutine, il ne faut pas du tout tenir compte une espèce de guerre hybride, déjà, avec la Russie. Avertissements. Donc, le ton monte de part et d'autre.
c'est normal. Ça reste Et il y a quand même, je veux dire, une agression de la Russie contre les pays européens, avec des risques qui pèsent aussi véritablement à nos frontières, avec parfois des envois, par exemple, de migrants. C'est vraiment ça, les attaques hybrides. De l'autre côté de la frontière, des pressions sur la Moldavie, des pressions sur la Géorgie. D'accord. Donc la Russie nous menace. Ça n'est pas le moment de faiblir face aux mises en garde et aux avertissements. Ce n'est pas une question de faiblir. De toute manière, il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit. Proposer, c'est baisser la garde. Pas du tout. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit. Aucune guerre au XXe siècle ne s'est achevée en dehors d'une discussion diplomatique, excepté la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, on est en plein dans les... Alors là, quand même... Anodine. Et au moment du débarquement, c'est ce que vous voudriez, c'est qu'on laisse tomber l'Ukraine. Mais en fait, vous vivez dans un monde qui n'existe pas. Le monde qui existe, c'est un monde où aujourd'hui il y a des puissances nucléaires. Il y a des puissances nucléaires. Mais le président français hier a dit que pour négocier, il faut avoir les moyens de négocier. Et bien sûr qu'il faut avoir les moyens de négocier. Dire, vous prenez le Donbass, les Russes, et puis tout le monde est d'accord. Évidemment qu'il faut avoir les moyens de négocier. C'est aussi un rapport de force, une négociation. Évidemment. Mais la réalité, c'est que nous ne marcherons jamais avec des tanks jusqu'à Moscou. Parce que Moscou est une puissance nucléaire, donc ça n'existe pas. Et donc c'est pour ça que la Russie ne perdra jamais la guerre. La Russie ne doit pas la gagner. Parce que la Russie ne doit pas réussir... pas la capitulation de la Russie. Je ne vous ai pas interrompu. Oui, mais là, allez-y, Bastien Lachaud. Moscou aussi. C'est ça, gagner la guerre. On ne cherche pas la capitulation de Moscou. Alors, donc, vous ne dites pas que la Russie doit perdre. La Russie ne doit pas gagner. Elle ne doit pas gagner et l'Ukraine ne doit pas perdre. Mais qu'est-ce que vous proposez Aujourd'hui, il faut négocier. Et il faut négocier... Tout de suite, maintenant. Mais tout le temps. Tout le temps. Et c'est le rôle des démocraties de faire ça. Les démocraties n'ont pas à jouer le rôle des pays autoritaires. Donc vous négociez et vous armez, mais avec des limites. C'est ça la position de la France. Des limites qui empêchent l'escalade et qui garantissent les capacités de négociation. Voilà, la Chine s'était proposée pour ouvrir des voies de négociation avec l'Allemagne. Si vous voulez faire alliance avec la Chine sur ces points de négociation... donc l'Allemagne qui était d'accord... les démocraties doivent se défendre. Les démocraties sont de plus en plus attaquées, justement par des pouvoirs autoritaires. Parce que vous n'avez pas compris ça. Alors, notre avenir est... Mais les démocraties doivent se défendre, mais en respectant leurs principes et en ne tournant pas elles-mêmes en régime autoritaire. Si un instructeur français en Ukraine était ciblé, était tué. Est-ce que ce scénario-là, il existe, Gallagher Fenwick, et qu'est-ce qui se passe après? Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais effectivement qu'il existe. Il a été mentionné par le président de la République. Donc, dans cette opposition entre un civil français qui pourrait être en Ukraine ou même un volontaire français et un instructeur, bien sûr que le symbole serait très, très fort. Maintenant, la question que vous posez, c'est est-ce que la nation française serait prête à encaisser ce genre de nouvelles? Il se trouve que nous avons des soldats, nous Français, qui se battent dans plein de coins du monde, jusque récemment au Sahel, mais aussi dans le cadre de l'opération Chamal au Levant, en Irak et en Syrie. Nous avons eu des morts et malheureusement, en tous les cas à mon goût, ça n'a pas fait la une. On en a à peine parlé. Il y a parfois des cérémonies aux Invalides. Il me semble que les Français ont accueilli cette nation avec tristesse, mais sans que cela provoque une remise en question de ces missions. Ce serait une autre mission décidée par le président. Cela fait partie de ses prérogatives. Non. Et je pense que... il est commandant en chef des armées. Alors, mais nos armées sont aguerries, effectivement, et ils ont une conscience de leur mission et du fait qu'ils peuvent mourir. Vous savez, tous les chefs... Ça, c'est les militaires, mais les opinions sont beaucoup plus fragiles. Vous annoncez qu'on envoie des militaires en Ukraine? Mais je veux dire, c'est arrivé, comme dit Gallagher Fenwick. De toute façon, je pense que la nation ferait bloc, mais ça n'entraînerait pas de répercussions d'escalade. Donc on accepterait la mort de Français sans rien faire? C'est ça ce que vous nous dites? On ferait quelque chose. On accepte les militaires. Alors on n'en est pas là. Attendez, on va essayer de continuer à décrypter. Morts au Sahel sont morts pour la patrie, et je pense qu'effectivement il y aurait une charge symbolique énorme. Mais ce que je veux dire, les Français ont encaissé dans l'opinion. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour le Sahel et pour le Levant. Il y a plusieurs choses. On parle de civils. Ou vous parlez de militaires? Je ne parle pas de militaires. Oui, mais là, ce sont des instructeurs civils qui seraient envoyés. C'est des militaires. Mais non, ce sont des militaires. Personne ne parle de civils. Personne n'a parlé de civils pour l'instant sur ce plateau. Vous avez parlé de civils. Mais... Non, j'ai parlé d'instructeurs et pour moi, c'était des militaires. Mais c'est pas grave. Mais si on parle de militaires, là, on a un autre sujet. On a l'article 35 de la Constitution. Comment ça? Si on engage une opération militaire,
à l'étranger. Le gouvernement est censé prévenir le Parlement sous 48 heures et il y a un vote du Parlement. Ce n'est pas engager une opération militaire. Non. La déclaration de guerre, pour les opérations extérieures. Mais si on engage une opération extérieure, c'est pas une opération extérieure. alors qu'est-ce que c'est? Comment envoyer des instructeurs militaires? Donc on peut envoyer. Ce n'est pas les envoyer sur le front. Ce n'est pas le front, l'Ukraine? Il ne risque pas de mourir? Mais enfin, vous, qui, au nom de quoi, pour l'instant, personne officiellement n'a parlé de l'Ukraine pour la formation pour les instructeurs. Je précise les choses. Hier soir, le président est clair. Il ne faut pas mélanger. Là, on évoquait un scénario possible. Et oui, ce scénario possible, moi j'alerte sur le fait que le président puisse décider seul d'envoyer des militaires, alors que la Constitution dit bien qu'il ne peut pas le faire. On va vous proposer une petite image en direct du tapis rouge, vous allez le voir, qui est déroulé devant l'hôtel de la Sey. Est-ce qu'on a cette image? La voilà. Les choses se préparent. Normalement, Volodymyr Zelensky devrait arriver, donc accueilli par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui, vous le savez, soutient la cause ukrainienne depuis plusieurs mois. Elle s'était rendue à Kiev et avait déjà rencontré à la fois le président ukrainien et son homologue de la Rada, le Parlement ukrainien. Évidemment, dès que le président ukrainien foule le pied de ce tapis rouge, vous verrez tout cela en direct. La question fondamentale, c'est à quoi ça sert? Est-ce que ça peut être efficace, Vincent Hegeux? Est-ce que même si ça prend du temps, que ces avions arrivent, qu'ils puissent être pilotés par des Ukrainiens, est-ce que ça peut changer le rapport de force? C'est sans doute tard, mais ça n'est sans doute pas trop tard. On sait, hélas, que nous sommes engagés dans une guerre longue. Tout le monde l'admet. Vladimir Poutine le proclame. Bon. Et encore une fois, puisque c'est lui qui dicte le tempo de cette guerre inepte, eh bien, il faut bien adapter notre réplique. Sur le péril relatif à des Français, ça n'est pas nouveau. Si on vous disait qu'à l'instant T, au moment où nous parlons, il n'y a aucun Français sur le territoire ukrainien, vous en seriez sans doute comme moi assez inquiète. Pourquoi? Parce que chaque fois que la France soutient militairement un de ses alliés, eh bien, il y a un accompagnement technique qui fait partie vraiment du b.a.-ba de la coopération sécuritaire mondiale depuis qu'elle existe. Et donc, il y a, oui, sans doute, des Français aujourd'hui. Ils ne sont pas en train de danser le tango sur les lignes de front. Je vous rappelle que l'Ukraine est un pays immense et que, s'agissant par exemple de la formation des instructeurs, ça peut se faire, non pas les instructeurs, ce sera sans doute à Nancy, pour ce qui est des aviateurs, pour ce qui est de la fameuse brigade... Information, Vincent Hegeux, merci. 4500 hommes, vraisemblablement, donc ça peut se faire entre la frontière polonaise et puis Kiev à l'extrême limite. Bon, autour de Lviv, je vous rappelle par exemple que des Baltes avaient des formateurs et des instructeurs militaires jusqu'en février 2022 sur le territoire ukrainien. Je reviens sur les menaces de Vladimir Poutine. Un universitaire balte s'est amusé, grâce lui en soit rendu, à recenser systématiquement toutes les menaces qui ont été mises par Vladimir Poutine depuis février 2022. Le compteur en est à 90. Qu'est-ce qui est advenu jusqu'à maintenant? À peu près rien, sauf l'intensification sur des cibles civiles en Ukraine. Sa riposte, elle est là. Donc, en plus, si vous décryptez son propos, il est quand même assez incroyable. Il dit quoi? Il ne dit pas qu'il y aurait des ripostes russes contre l'ennemi occidental. Il dit qu'il y aura une extraterritorialisation de la riposte. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit de territoire, etc.? C'est-à-dire qu'il va équiper les juntes sahéliennes de missiles à longue portée pour frapper la France. Je veux dire, il y a quelque chose là aussi qui est un traquenard, dans lequel, hélas, beaucoup de nos contemporains tombent. Oui. C'est de prendre pour argent comptant des menaces de quelqu'un qui a la rationalité des tyrans et qui n'est pas un fou, contrairement à ce qu'on dit. Et qui sait très bien ce à quoi il s'expose au cas où. Il faudrait choisir, parce qu'on n'arrête pas de nous dire... Il faut croire ce que dit Vladimir Poutine parce qu'il a toujours fait ce qu'il a dit. C'était votre argument parce que quand on vous disait qu'il n'allait pas attaquer l'Europe, l'Union européenne, et que le fait d'attaquer l'Ukraine n'impliquait pas forcément qu'il attaquerait l'Union européenne, vous avez dit il a dit qu'il attaquerait l'Union européenne, donc il le fera. Et là maintenant il dit qu'il va faire ça, mais vous nous dites pas forcément. Mettez-vous d'accord avec vous-même. Moi je reviens sur deux choses. Le fait d'avoir des Français en Ukraine, officieusement ou officiellement, ça n'a rien à voir. Officieusement, s'ils meurent, on n'est pas obligé de réagir. Si on a des soldats officiellement sur le terrain et qu'ils meurent, je ne sais pas comment on ne réagit pas. Premier élément. Deuxième élément, moi je reviens sur les annonces du président de la République. Il nous dit 20 Mirage 5. Vous savez combien on a de Mirage 5 dans l'armée de l'air aujourd'hui? Non. On en a 20.
C'est-à-dire qu'on déplume 40, mais le problème c'est que... Donc on en donne la moitié, c'est trop. Non, attendez. C'est le même... Si on en donne la moitié, même discussion qu'avec les canons César. Aujourd'hui, le groupement de Luxeuil, exactement, le groupe de Luxeuil est disparu. Vous savez à quoi nous servent ces Mirage 5 aujourd'hui? C'est ceux qu'on utilise pour faire la police du ciel sur le front est de l'OTAN, dans les pays baltes et en Pologne. C'est-à-dire que cette mission-là, qui est utile pour nos alliés, nous ne pourrons plus la faire si nous donnons ces Mirage 5. Premier élément. Deuxième élément, former et équiper une brigade ukrainienne. 4500 Alors ça, c'est la deuxième grosse annonce. Est-ce que vous vous rendez compte? On va juste la redétailler. 4500 hommes, une brigade de soldats ukrainiens en temps de formation, équipés, formés, entraînés par la France. Et autant de Britanniques. Et aujourd'hui, nous ne sommes même pas, nous sommes à peine en capacité de former nos militaires et de leur faire faire les heures d'entraînement dont ils ont besoin. Alors, il y a beaucoup d'arguments. Nous ne sommes pas capables de le faire pour des Français. Mais c'est pas la question. La question, c'est que je dis que ces annonces sont de la communication à 3 jours d'une élection européenne et que ce n'est pas aujourd'hui. 2 jours. À 2 jours et que nous ne sommes pas. Tous les jours de l'Ukraine. Et que nous ne sommes pas en capacité de le faire aujourd'hui. La France n'est pas en capacité de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que ce débat, il va avoir lieu aussi dans notre pays, à différentes échelles. Pas au Parlement, jamais, parce que jamais nous nous sommes saisis du... Vous avez voté contre, Bastien Lachaud, l'accord d'aide à l'Ukraine. Vous avez voté. Un accord qui avait déjà... qu'on vous consulte. Un accord qui a déjà été signé par le président avant même qu'on le vote. C'est une parodie de débat.